Grindavik, ville coupée du monde. L'éruption imminente du volcan Fagradalsfjall. Le volcan Fagradalsfjall est sur le point d'entrer en éruption et ça crée la panique en Islande. Le pays a le regard fixé sur lui. Fagradalsfjall. Sa dernière éruption, dont voici les images, date du mois de juillet. L'apparition d'une fissure de 15 km qui a justifié l'évacuation de 4000 habitants de la ville de Grindavik. Mais c'est surtout cette fissure de 15 km de long qui s'est ouverte dans la ville de Grindavik qui inquiète les autorités. Des fumées sortent du bitume, s'échappent d'entre les pavés. Grindavik se déforme sous la pression du magma. On peut voir la faille qui s'ouvre. Ces trous s'agrandissent horizontalement et verticalement. Une éruption pourrait donc se produire à tout moment et n'importe où sur cette fissure béante. La probabilité d'une éruption est forte, mais il est impossible de prédire quand elle pourrait avoir lieu le long de cette faille de 15 km dans le sud-ouest de l'Islande. L'éruption peut arriver à tout moment. En 2021, par exemple, il y avait eu une période d'accalmie avant une éruption qui avait duré 6 mois. And we're down we go, 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 go. And we're down we go, 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 go. So we're down we go, go. Donc comme vous l'avez deviné, je suis parti en Islande faire le tour de cette petite île qui est au nord-ouest du Royaume-Uni. Donc c'est une île où il peut y faire très froid, qui plus est en hiver quand j'y suis parti, et encore plus dans le nord, donc qui est la deuxième partie du voyage, vu que nous avons fait le tour par le sud et en revenant par le nord. L'Islande est une île très volcanique, vu qu'elle est située sur ce qu'on appelle la dorsale médio-océanique, donc qui est en fait la faille entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce qui en fait, comme je disais, une île volcanique et surtout géothermique, qui induit beaucoup de volcans et beaucoup de geysers. Mais pour cette aventure, je ne suis pas parti seul, je suis parti avec Steven, qui apparaît déjà sur la chaîne dans de nombreuses vidéos. C'est dans cette pente-là. Pour notre arrivée sur l'île, nous avons atterri à Keflavik, qui est l'aéroport international de l'Islande, qui se situe non loin de Reykjavik, qui est la capitale de l'île. Sur l'île, il fallait nous déplacer, nous avions donc loué un 4x4. Notre choix de location s'est porté sur un 4x4 au vu du fait que l'île est volcanique, avec donc beaucoup de montagnes, et qu'en hiver il y a beaucoup de glace, de neige, et qu'un tout-terrain allait clairement faire l'affaire pour passer partout sur le territoire islandais. Nous avions comme voiture un Toyota RAV4, qui est donc, comme son nom l'indique, une voiture 4x4 qui a été très utile avec ses nombreux modes comme le mode caillou, le mode neige, le mode pente, etc. qui nous semblait au début de l'aventure un peu overkill et qui finalement s'avérait très utile au vu des expériences que nous avions eues vers la fin du voyage. Maintenant, direction Reykjavik, et alors là il faut que je vous parle de quelque chose. Reykjavik comporte 220 000 habitants et l'Islande en comporte 320 000. Vous avez compris, Reykjavik comporte donc 2/3 de la population du pays, ce qui nous a donné l'impression certains jours d'être seul au monde vu que nous croisions très peu de monde en dehors de Reykjavik qui est donc la plus grosse ville du pays. Second jour du voyage, premier jour de visite, nous nous sommes rendus au Cercle d'Or qui est un parc naturel non loin de Reykjavik. Ce parc abrite des cascades, des collines, des falaises, des plaines qui sont du coup à cette période de l'année enneigées, gelées, ce qui donne des tons noirs et blancs avec un très gros contraste magnifique. Ce parc est aussi réputé pour ses geysers mais malheureusement nous n'en avons pas vu. Toujours dans le Cercle d'Or, nous nous sommes rendus près d'une église posée à côté d'un petit étang qui pour le coup était relativement gelé. Après quelques minutes autour de l'étang, nous nous sommes rendus en haut de la falaise, ce qui nous a donné une vue imprenable sur le parc et un paysage à couper le souffle. En haut de la falaise, nous avons pu voir une grande colonne de fumée blanche ce qui nous a semblé être du coup de la vapeur. Nous avons donc choisi de dévier de notre itinéraire sur le chemin de retour pour pouvoir nous rendre vers ce qui nous semblait être une colonne de vapeur. Sur le trajet, nous soupçonnions un geyser, mais nous n'en étions pas sûrs. Arrivé sur place, il s'est avéré qu'en fait c'était une rivière entière en train de s'évaporer, et nous pensons même qu'il y avait une centrale géothermique posée dessus car il y avait un gros bâtiment auprès duquel nous n'avions pas le droit d'aller.
Troisième jour, notre périple commence véritablement vu que nous quittons Reykjavik pour entamer notre tour de l'île en commençant par le sud. Le trajet n'est pas compliqué étant donné qu'il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de l'Islande et cette route est appelée tout modestement la route 1 ou en anglais The Ring Road. Cette fameuse route fait le tour de l'île en omettant, cela dit, les fjords du nord qui sont des langues de terre complètement gelées et qui sont inaccessibles parfois en hiver. Cette route n'est évidemment pas la seule route de l'île mais c'est la nationale entre guillemets, la plus principale de l'île. En chemin, nous avons fait un arrêt, un petit stop dans un subway. Alors au-delà du subway en tant que tel, il y avait à côté une rivière qui avait un courant assez fort et qui emportait carrément des morceaux de glace. En fait, la rivière était gelée sur les côtés avec un courant au milieu et le courant était tellement fort que certains morceaux gelés du côté de la rivière cassaient et partaient avec le courant. Certaines parties de la glace sur les côtés de la rivière semblaient fragiles mais étaient en fait relativement solides. C'est bon. C'est pas ouf. Après ce petit arrêt culinaire, nous avons repris la route et sur le chemin, nous avons trouvé une piscine publique. Pour des raisons de respect de la vie privée, je n'ai évidemment pas filmé dans les bassins, mais je vais quand même essayer de vous imager par la suite ce que je vais raconter. Donc première chose, les piscines ne sont pas couvertes, elles sont en extérieur, même si les vestiaires sont en intérieur, juste avant d'entrer dans les bassins. Donc après s'être changé, nous nous sommes rendus au bassin, nous avons dû passer en extérieur, sauf que souvenez-vous, nous sommes en hiver, il fait dehors -1. Et bien que les bassins soient chauffés et que nous y sommes rendus assez vite, sortir par -1 en maillot de bain alors que juste avant on était dans une voiture chauffée en pull, ça fait un contraste assez spécial. Donc devant nous il y a maintenant plusieurs bassins, compris entre 37 et 6 degrés. Nous avons donc testé tous les bassins, allant du plus décontractant disons dans le chaud au plus froid. Et le plus téméraire d'entre nous y est resté grand max une trentaine de secondes et ce qui nous a paru déjà assez long. Nous avons terminé cette petite séance de décontraction dans l'eau chaude par un sauna qui est monté jusqu'à 80 degrés et 60% d'humidité. Alors je sais pas si c'est quelque chose de ouf, mais pour moi c'était impressionnant parce que c'est la première fois que je rentrais dans un sauna et où il y avait un thermomètre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un sauna c'est extrêmement chaud. Après une dizaine de minutes passées dans le sauna, nous sommes sortis, nous nous sommes changés et nous avons repris la route en direction de l'hôtel. Dernier arrêt avant l'hôtel, nous nous sommes arrêtés sur le chemin pour aller voir une cascade, une énorme cascade qui tombe du haut d'une falaise. C'est une des plus hautes chutes d'eau que nous ayons vues pendant notre séjour et au bas de la cascade, l'eau était projetée si loin qu'il y avait une barrière de sécurité pour nous empêcher d'approcher étant donné que l'eau gelait avant de retomber au sol. Quatrième jour, nous approchons de Lambafell, nous sommes toujours dans le sud de l'Islande et nous arrivons dans une région plutôt volcanique avec des énormes plages de sable noir et de la roche volcanique noire. Nous avons profité d'un arrêt vu du paysage pour faire aussi quelques courses alimentaires. D'ailleurs, attardons-nous un petit peu sur les prix, car les prix en Islande sont très différents de la France métropolitaine. Tout est globalement plus cher, hormis les fruits, où nous avions acheté par exemple un kilo de bananes pour moins de 80 centimes. A l'inverse du prix des fruits, un menu de l'équivalent de McDo peut monter jusqu'à 40 € les 4 burgers, la portion de frites et une bouteille de 2 litres de soda. En Islande, ils mangent aussi plus de moutons là où nous sommes plus habitués au bœuf, ce qui nous a fait acheter des barquettes de burgers de mouton. Ce qui, après expérience, je peux vous dire, était très bon. Après les courses, nous sommes donc allés voir ce fameux paysage. Nous nous sommes attardés sur une plage de sable intégralement noire, mais je veux dire, regardez ça, c'est magnifique. I'm alone here on my island, floating in the sky. I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded, I found shelter in the storm. I'm hiding in the blue, safe between the clouds. In the blue, where I can't be found. Was a soldier in the legions, fought against the demons, fought against the monsters made of gold, but they stormed across Arcadia, following the nature. Ensuite, direction un glacier qui vient s'échouer dans un lac en contrebas avec des morceaux énormes de glace, des icebergs littéralement, et c'était impressionnant de voir des icebergs aussi gros, aussi lourds, et à la fois aussi calmes, flottant à la surface de l'eau, et de l'eau aussi calme que les glaciers, je veux dire, pas de vagues, et pas une onde sur l'eau.
Pendant notre observation du glacier, un morceau s'est carrément détaché et est tombé dans le lac, générant une vague monstrueuse qui, brisée par les icebergs, est venue s'échouer lentement sur la côte à nos pieds. Des phoques qui dormaient sur l'un des icebergs ont été réveillés, ou dérangés en tout cas, et ont sauté de l'iceberg pour se réfugier dans l'eau et ont commencé à nager pour sortir de cette petite baie. Et nous avons pu donc observer les phoques, même s'ils étaient un peu loin et le temps de sortir mon téléphone, on ne les a pas vus. J'ai pas réussi à les prendre en train de sauter, mais je les ai pris en train de nager dans l'eau devant moi. Nous nous sommes ensuite rendus dans une guest house qui était assez incroyable, je dois le dire. Nous cherchions à voir des aurores boréales, comme je pense beaucoup de touristes en Islande, et le tenant qui parlait français nous a conseillé des spots où aller voir les aurores boréales parce qu'il y avait plus de visibilité, un ciel plus clair, moins d'obstacles, etc. Nous sommes sortis de la guest house pour observer les aurores boréales, nous avons fini par suivre son conseil, nous avons sauté dans la voiture, direction le spot que le tenant nous avait indiqué, et là... Cinquième jour, nous sommes légèrement revenus en arrière pour nous rendre sur la Diamond Beach. La Diamond Beach se trouve de l'autre côté de la route par rapport au glacier que nous avons vu la veille, sauf que nous ne l'avions pas vu, donc nous nous y sommes rendus le lendemain lorsque nous savions où c'était. La Diamond Beach tient son nom du fait que des glaçons viennent s'échouer sur la plage. Quand je parle de glaçons, je parle de glaçons de plusieurs kilos pour certains, voire dizaines de kilos, et ces glaçons sont intégralement transparents et ressemblent plus ou moins à des diamants, d'où le nom de la Diamond Beach. Ensuite, nous avons profité du fait d'être revenus en arrière pour aller voir la Diamond Beach pour nous rendre au pied du glacier que nous avions vu la veille. Cet endroit était similaire au lac que nous avions vu la veille, mais il était intégralement gelé. Là où hier nous voyions les vagues de l'eau non gelée mais calme, là c'était complètement de la glace. En quittant le glacier, nous avons pris la route pour nous rendre à notre prochain hôtel et nous avons eu la chance de croiser un groupe de rennes que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de prendre en photo. Il commençait déjà à faire nuit aux alentours de 16 h lorsque nous sommes arrivés dans les montagnes volcaniques près de notre prochain hôtel. Finalement, nous sommes bien arrivés à l'hôtel de nuit et alors que l'application nous prévoyait un ciel chargé et peu d'aurore boréale, peu de probabilité, nous sommes quand même sortis par curiosité et la chance a finalement été de notre côté.
À l'aube du 6e jour, nous nous sommes rendus à la mer qui était en fait à quelques mètres de notre maisonnette. La veille, nous sommes arrivés de nuit, il aurait été trop dangereux de nous rendre sur la falaise à ce moment-là. Nous y sommes donc allés le matin et la mer était intégralement gelée. Ce jour, à un peu plus du milieu de notre voyage, signe la fin de notre découverte du sud de l'Islande et le début de notre exploration du nord, proche du cercle polaire. C'est à ce moment et avec ces paysages que nous avons vraiment réalisé à quel point nous étions proches du pôle Nord. Sur le chemin, un tout petit peu plus tôt, nous nous sommes arrêtés à une rivière qui semblait intégralement gelée. En nous rapprochant un petit peu, nous nous sommes rendus compte que l'eau se frayait un chemin sur, sous et autour de la glace. Ce jour-là, nous n'avons croisé quasiment personne, quelques voitures sur le trajet tout au plus. Nous nous sommes arrêtés à un moment sur le bord de la route pour marcher un peu dans la neige et à certains endroits, nous nous enfoncions même jusqu'aux genoux. Un peu plus tard sur la route, la voiture nous a indiqué moins 17 degrés Celsius, donc température brute, et ça a été notre record du voyage. Nous n'avons pas trouvé plus bas à ce moment-là. À ce moment, nous sommes sortis nous dégourdir les jambes, pour la postérité évidemment. Bon, je sais même pas si j'ai bien cadré. Pour la postérité, il fait moins 17. Il y a des aurores boréales devant. Et ouais, on s'est arrêté et au final on a vu même des aurores boréales. On a la chance qu'il n'y ait pas de vent parce que je pense que s'il y avait du vent, on serait mort. Ça nous détruirait. Mais voilà, pour le moment c'est le record du voyage. Ça se trouve on va faire un moins 20 dans quelques jours. Mais je vais me péter la gueule. À la fin de la journée, nous avons une fois de plus pu admirer ces couleurs qui nous fascinent tant. Septième jour, nous avons commencé par nous rendre à une douche. Alors non, ce n'est pas une blague, c'était littéralement une douche. Balader tranquille dans les plaines de neige, on a trouvé une douche. Steven, petite douche là, Vitef? Vas-y, ça part. Yeah. Marrant parce que j'ai le même pas pour le coup. De l'eau chaude. Bah non, Steven il dit qu'elle est pas si chaude que ça en plus. J'ai évité de me péter la gueule en y allant. Et là je tombe dessus, tu sais. Oh, ça va quand même. Bah, moi j'ai touché, c'est pas si chaud. Hein. C'est pas la température à laquelle je prends ma douche, mais. C'est plus froid, ouais. Mais pour un moins 5 ça doit ici. Être 30 degrés quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Après, vu le débit, frère, je prendrais pas les douches là. Hein. Oui, c'est vrai que. L'eau est puisée dans le sol et coule perpétuellement au gré des saisons. Ensuite, nous nous sommes rendus dans une petite cave avec un bassin d'eau chaude. L'eau était naturellement chaude ici et semblait se réchauffer naturellement. Nous ne nous sommes malheureusement pas baignés dedans parce que c'était dangereux, interdit et surtout que l'eau était potentiellement très chaude. Nous sommes ensuite ressortis pour nous rendre au-dessus de la caverne sur la petite falaise qui s'était effondrée et qui avait formé cette fameuse cavité. Après avoir admiré la faille, qui était d'ailleurs potentiellement dangereuse puisqu'elle était bien glissante, nous nous sommes rendus à un bain thermal qui était intégralement naturel cette fois-ci. L'eau était très chaude et l'atmosphère avait une odeur très forte liée à la concentration de soufre dans l'eau. Après un bon moment de détente et un bon repas, nous avons repris la route direction Godafoss. Godafoss est une des cascades les plus connues d'Islande et pour cause. En l'an 1000, le Parlement islandais décide de changer de religion et pour donner l'exemple, ils sont allés jeter toutes leurs statues dans cette cascade, tout ce qui représentait l'ancienne religion, donc les statues, les idoles et autres, et toute représentation de leurs anciens dieux. Le nom Godafoss signifie littéralement la chute des dieux en islandais, en souvenir de cet événement. Enfin, une fois n'est pas coutume, nous avons été témoins du fascinant spectacle de notre planète et de son champ magnétique. À l'œil nu.
Pour notre 8e jour, nous n'avions pas de plan précis à l'avance, en fait on n'avait rien programmé. On a juste pris la route et on s'est arrêté quand quelque chose nous intéressait. Notre premier arrêt fut une stèle au bord de la route qui vous aura rappelé sûrement quelque chose. Au-delà de la référence, cet arrêt nous a aussi montré un ruisseau en contrebas intégralement gelé et des plaines de neige à perte de vue. Notre arrêt suivant fut un parc naturel avec des chemins visiblement très peu pratiqués, des ponts, des rivières et des forêts. Un parc naturel quoi. Ah, on distingue. Ouais, enfin, je sais pas où tu le vois ton pont, mec. Hein. Je sais pas où tu le vois ton pont. Hein. Ah ouais. Eh bah, c'est génial. Nous avons commencé par descendre auprès d'une rivière et nous avons pu la traverser grâce à un petit pont suspendu qui tanguait vachement avec le vent. Ensuite, nous nous sommes séparés en deux chemins. Je suis parti vers la droite, un peu plus en hauteur pour voir le point de vue d'une falaise, et Steven s'est engouffré dans un petit chemin que nous avions vu dans la forêt, et nous pensions qu'il y avait un point de vue à genre 10 minutes grand max de marche. Donc là on s'est arrêté sur le bord de la route, il fait moins 12, mais bon je suis en haut d'une colline et il fait un peu plus frais, je pense qu'il y a du vent. J'ai les doigts qui piquent quand j'enlève mes gants, je peux à peine tenir le téléphone, là je tremble un peu. Toujours on avait carrément les cheveux gelés quand on sortait des thermes, c'était assez drôle. Après être descendu de ma colline, je suis allé emprunter le chemin que Steven avait pris précédemment qui s'enfonçait dans la forêt. On a trouvé un petit passage le long des arbres. Il a pas l'air très officiel. Steven y allait mais je sais pas ce qu'il y a. Il est pas revenu, ça fait pendant que j'étais là-haut il y était, ça fait je dirais une bonne dizaine de minutes déjà. Je pensais que ça allait juste un petit point de vue mais il est pas revenu donc ça doit aller soit très loin soit sur un truc vraiment incroyable. Ça va me prendre une branche. Finalement je suis retombé sur Steven au bout du chemin et le chemin était de moins en moins visible. Après quelques minutes, notre sentier a débouché sur la falaise au bout de la forêt. Nous avons continué tant bien que mal de longer la falaise et au bout d'un moment nous avons dû rebrousser chemin. Nous avons continué la route le long de la côte et nous nous sommes rendus à un point qui est réputé pour être apprécié des phoques. Bon malheureusement on peut pas avoir de la chance dans tous les domaines, nous n'avons vu qu'un phoque et il était assez loin en vrai. Pas bouger. Il bouge. Une fois de plus, pour terminer la journée, nous nous sommes rendus à une cascade. Alors par contre, nous sommes arrivés de nuit, ou quasiment de nuit, avec très peu de visibilité, nous sommes descendus comme nous pouvions au bord de la rivière, et en fait nous ne voyions pas à plusieurs mètres. Nous avons deviné la cascade de loin, mais nous avons fait demi-tour car trop peu de visibilité ça devenait dangereux. Dernier jour, nous sommes montés en haut d'un volcan et avant qu'on pose la question, oui, il était éteint. Le vent était si fort qu'on pouvait presque se laisser tomber face au vent et le vent nous portait.
Après être descendu tant bien que mal du volcan, nous nous sommes rendus à une source chaude, une source thermale donc, connue pour ses geysers. L'eau qui sortait de la roche générait une vapeur tellement chaude qu'on pouvait carrément se réchauffer les mains dedans. Après les geysers, nous nous sommes rendus à une chute d'eau, et oui, encore une cascade. C'était en fait une rivière avec plusieurs cascades et le courant était incroyablement fort. Pour la prochaine activité, je me dois de vous avertir à l'avance, ayez toujours conscience de ce que vous faites et équipez-vous toujours en conséquence de ce que vous vous apprêtez à faire. Pour notre voyage, nous ne voulions pas quitter l'Islande sans avoir visité une grotte par nous-mêmes comme de vrais aventuriers. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à une grotte publique, et déjà pour commencer, nous avons dû traverser une route avec un panneau à l'entrée, route impraticable. Sur la gueule déjà de la route. How we started, how it's going. Allez, c'est parti! Wow! La route était si peu empruntée que passé un certain cap, il n'y avait plus de traces de pneus. On était les premiers à passer ici depuis un long moment. Bon bah, peut-être que la vie s'arrête là, il n'y a pas de traces de pneus, hein. Le pneu se va par là-bas, mais nous on va là-bas en fait. Hein. Bon bah... Moi j'adore le panneau paumé. T'en penses quoi? Nulle part aussi. Ah bah je pense que c'est une bonne anecdote, hein, mais là il faudra être là pour la raconter quoi. Après, juste pouvoir la raconter. Mais non mais regarde, il y a des traces d'animaux, mec, si les animaux peuvent y aller, hein, une Toyota RAV4 peut y aller aussi. Bah je pense aussi. Bon allez. Au bout de cette route, face à la grotte, il était maintenant temps de s'équiper. Manteau, caméra, gants, chaussures, c'était parti pour l'aventure. Nous nous sommes avancés vers la première entrée et nous avons commencé à analyser la topographie pour savoir par où nous allions descendre. Bon, je sens presque plus mes mains. On va y aller. J'ai les mains qui brûlent tellement ça fait froid. Vas-y, et on va s'espacer un peu histoire que si je tombe dans un trou, que j'ai un problème, Steven tombe pas dedans avec. Finalement, je m'élance et Steven me suit à quelques mètres d'écart par sécurité. Le sol est glissant et instable, il est composé de roches, de neige, de glace. Il faut donc assurer chacun de nos pas et nous marchons du coup lentement. Au bout d'un temps, nous n'avons pas eu le temps de beaucoup nous enfoncer, mais nous nous retrouvons face à un éboulement. À ce moment, on réalise qu'on va pas pouvoir aller plus loin, en tout cas de ce côté-là de la grotte à cause de l'éboulement, mais surtout, une de nos craintes vient de se confirmer. On n'est pas sur des petits cailloux recouverts de neige, on est carrément sur un éboulement entier, un pan de la grotte qui s'est effondré. Cette découverte induit deux choses qui sont importantes. La première, c'est que le sol est très instable, qu'il faut assurer encore plus nos pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on risque de passer au travers de la glace et ou des cailloux si on marche à un endroit instable. Nous tentons de réatteindre l'entrée de la grotte, de rebrousser chemin, je passe devant, j'essaie de nous frayer un chemin sur la neige, et soudain... La glace casse, mon pied s'enfonce, et j'essaie tant bien que mal d'amortir ma chute. Je suis maintenant allongé sur l'éboulement, avec ma jambe au travers du sol qui pend complètement dans le vide. Steven vient m'aider à me relever et nous fraye un chemin jusqu'à l'entrée de la grotte.
Cette entrée de grotte est trop dangereuse, nous allons devoir trouver un autre passage et chercher une autre entrée de grotte. Bon, la partie de droite était vachement dangereuse, j'ai failli tomber, je me suis enfoncé jusqu'au bassin sur une des deux jambes là. Donc en fait la neige, la glace et la neige ont gelé au-dessus et il y a des crevasses entre les cailloux. Ouais. Entre les cailloux c'est hyper dangereux. Du coup on a fait demi-tour et là il y a une sorte de chemin un peu balisé là avec des sardines. Bon, je sais pas si c'est vraiment des sardines le terme exact mais on s'en fout, donc vous avez compris. Il y a eu un mélange de plusieurs musiques là. Et donc du coup on suit un peu le chemin, visiblement il y a une grotte un peu plus loin, on va peut-être essayer celle-ci. Mais il va pas falloir qu'on tarde de trop parce que il doit être pas loin de 15h, ce qui fait que le soleil va pas tarder à se coucher. Il est 15h03. À 1h quoi. Exact. C'est quoi ce bruit? Ça fait pas neige non. Ou alors il y a une plaque avec un tout petit peu d'air ce qui fait ce bruit là parce que c'est balisé quand même. Bon, j'y arriverai peut-être pas. La grotte s'étend en fait sur une très longue distance sous le sol et comporte plusieurs entrées. On cherche donc une autre entrée en espérant avoir un chemin plus praticable pour descendre dans la fameuse grotte. Bon, Steven est en train de se battre avec sa moustache. Ah, je gèle. Ça va? On vient d'arriver du coup au bout du chemin. Il y a bel et bien une autre grotte. On peut continuer derrière, regarde. Alors celle-là, elle a pas l'air praticable. Ouais, alors... Effectivement, celle-là, on va peut-être éviter. Fais super gaffe parce que regarde, on voit que sur les bords là-bas, il y a il y a la neige qui s'enfonce des fois plus loin que la paroi. Je saute. Ouais, c'est un peu dangereux, on voit quand même que la neige elle est plus loin là que la roche. Ouais. Ouais. Bon, on a voulu faire le tour. Le trou est ouais. Le trou est impraticable, hein, ça descend beaucoup trop vite, faut descendre en rappel, on n'est pas équipé pour ça. On a voulu faire le tour du trou. Et on est passé à droite là-bas, là. Il n'y a plus de balises. Mais on s'est dit, ouais, c'est normal, c'est parce qu'il y a des cailloux. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas planter les sardines. Et en fait, on est vraiment pas sûr, mais en marchant. Les animaux, ils passent par là. C'est vrai. Il y a des traces d'animaux, ils ont vraiment passé à gauche, quoi. Ils sont pas allés là où nous on était. Enfin, finalement, c'est dangereux, tu sais. Mais du coup, on est obligé de. On préfère passer à gauche. Oui, c'est vrai. Les traces des pop, il s'est fait enlever par un aigle. Du coup on fait le tour par la gauche parce qu'il y a des sardines à gauche et pas à droite. Et à droite en fait le sol craquait, on sentait toute la neige craquer quand on marchait. Donc on la joue safe, on fait le tour. On a trouvé l'autre falaise, l'autre trou. L'autre trou. Mais on peut quand même pas descendre. Bah vas-y, jette ton téléphone dedans, on va voir combien de temps il met à descendre. Donc c'est hyper profond, bon ça rend peut-être mal mais c'est hyper profond et bah, c'est sûrement trop dangereux de descendre, c'est trop dangereux de descendre. On vient d'arriver au bout du chemin là, enfin au bout du chemin, on vient d'arriver à un moment du chemin où il y a un petit panneau qui dit gentiment suivez le chemin, sauf que bah il n'y a plus de chemin. On voit des sardines un peu plantées random tous les 10-15 mètres, donc on va les suivre scrupuleusement. Mais on va faire attention quoi, on voit un panneau au loin qui indique quelque chose, on va aller voir ce que c'est. On est arrivé à la troisième grotte, Steven est allé voir au bout du chemin, qu'il est tout là-bas là. Ah merde, je peux pas zoomer. Il est tout là-bas. Moi je suis resté au premier trou parce qu'on pense qu'il y a une possibilité de descendre de manière safe, mais il faut avant passer sur cette sorte de... Alors attendez. Il faut avant passer sur cette sorte de petite crête qu'on voit là. Donc on voit qu'il y a un animal qui est passé. Mais en fait un des plus gros problèmes c'est qu'il y a un risque qu'il y ait de la glace entre des cailloux et qu'en marchant dessus ça s'effondre. Et que... qu'en fait on passe nous au travers, là où l'animal a pu marcher sans tomber. Donc on va voir si le bout du chemin indique un trou. Oh là, trop lumineux. Indique un trou ou une descente dans la grotte plus souple et moins dangereuse. Mais s'il n'y a rien, de toute façon on descendra pas, on va pas prendre des risques. Ah, Steven revient. On verra dans pas longtemps. Il y a un trou. Je suis sur le trou là. Finalement, nous avons traversé tant bien que mal cette petite crête. Nous sommes maintenant face à l'entrée de la grotte, qui se trouve de l'autre côté de la crête. En face? Ouais.
moi je vois le caillou de là où je suis. Maintenant le problème c'est l'atteindre, est-ce qu'il y aura quelque chose de... Et moi avec le sac j'ai un contrepoids aussi, faut pas trop que je parte en avant mais pas trop en arrière non plus. Nous essayons pendant de longues minutes, voire dizaines de minutes de descendre, mais nous sommes en hiver, le soleil décline très vite et la visibilité commence déjà à baisser. Il va falloir faire demi-tour, ce serait trop imprudent de continuer. Bon, du coup on est revenu à la première faille et on voit que globalement on voit déjà quasiment que dalle. Nous on est descendu le plus bas où on est allé, c'est ça. Donc on est allé un peu plus bas. Et celle-là, là, c'est là où on a failli se péter la gueule. C'est là où j'ai failli mourir. Yes. C'est vrai qu'on est allé loin, hein. On est allé un peu loin dans la grotte. Hein. Après on voit quand même qu'il y a eu notre passage. Et là-bas, là il y a le trou de la mort, là où j'ai failli canner. Ouais, je sais pas, premier degré jusqu'à où je me serais enfoncé. Nous sommes donc retournés à la voiture et nous avons dû reprendre la même route qu'à l'aller, mais en sens inverse. Voilà, il va falloir qu'on monte cette route. Hein. La route là-bas, là. Là-bas, là. Là. Faudra voir après si on a survécu surtout, ouais. Ouais, c'est... La descente c'était ok. Après avoir passé quelques épreuves, notre vol étant à 7 h le lendemain matin, nous devons nous diriger le plus vite vers Reykjavik, histoire de dormir un peu avant de devoir nous lever. Nous avons deux itinéraires possibles, celui que la voiture nous conseille et celui que le téléphone de Steven nous conseille. Par souci de temps indiqué, nous avons choisi celui de la voiture. Et là, c'est dans ce genre de situation que nous étions contents d'avoir un 4x4. La voiture a choisi une route absolument impraticable et nous avons bien failli rester coincés là-bas. La voiture nous indique une route complètement enneigée avec des cailloux, des dénivelés impossibles à traverser, en indiquant que nous allons faire 50 km sur cette route-là. Après 1h30, nous n'en avions fait que 9. C'est pas grave. Oh ça va, j'ai le mode super stable. Non mais on s'en fout justement, c'est ça qui est drôle aussi. Mais oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Le mode super stable il carry de ouf. Hein. Ah non mais justement la vanne ça aurait été de pouvoir aussi. Non mais en fait tu vois en fait moi mon téléphone il bouge quasiment pas, mais c'est juste la voiture tu la vois genre faire des énormes trucs. Ah oui non ça c'est une dinguerie par contre. On voit loin, il y a un bumper, je crois. Ouais, bien vu. Je l'avais vu mais je le pensais moins vieux. Faut y aller avec la nouvelle Mercedes, là c'est celle qui permet de se désembourber. Elle saute pour se désembourber. Ouais. Oh non. Oh, ah ouais là elle a tapé. Désolé mal rouge. Il y a des fois, la route n'est pas illuminée. Le mec, il y a un indice de 0. C'est quoi ce bordel? Longtemps, tu peux avoir un indice de 0. Impact. Ah ouais, là, je suis désolé, j'étais obligé. J'ai essayé de tanker, mais... Fonce. Regarde, le volant, il bouge tout seul. C'est la Renault qui se conduit tout seul, là. Allez, vas-y, ma belle. Vas-y, ma belle. Allez. T'es la meilleure, on a bien fait de t'avoir. Mec, la Subaru, ça se trouve, elle serait jamais passée enfin non. Putain. Voilà, mec, ouais, ça. Nous avons finalement fait demi-tour, et ce choix est induit en fait par plusieurs choses. L'un d'entre eux est qu'en fait nous nous sommes retrouvés coincés plusieurs fois sur le ventre, avec les 4 roues qui patinent dans le vide, malgré le fait que nous ayons un 4x4. On est où en vrai? Là par contre on va taper je pense. Nous arrivons enfin à Reykjavik un peu avant 21 h alors que la voiture nous indiquait un peu plus de 18 h à l'origine. Finalement avec le vol du lendemain, le temps de manger et autres, nous n'avons dormi que 3 heures cette nuit-là. Malgré toutes ces péripéties, le voyage fut tout de même inoubliable. Pour conclure, je vais dire que c'est un incroyable voyage. Pour ma part, j'adore le froid, la glace et j'ai été servi. On est rentré plus crevé qu'en partant, on a failli se perdre, on aurait pu se bloquer dans les grottes. 30% de mon corps comporte des brûlures de froid, mais je regrette absolument pas. C'est un pays magnifique, que ce soit par les paysages, la culture, ou pour ses phénomènes absolument époustouflants. Si je le peux, je referai sûrement ce voyage, que ce soit en été, en hiver, dans le même sens ou dans le sens inverse. Mais surtout le plus important, je prendrai une corde pour pouvoir explorer les grottes que je n'ai pas pu explorer cette fois-ci malheureusement.